En juillet 1994, un groupe d'officiers militaires ambitieux orchestre un coup d'État discret en Gambie, motivé par les allégations de corruption et la mauvaise gestion du président Daouda Jawara. Au centre de ce mouvement émerge un jeune capitaine, Yaya Jammeh, dont la prise de contrôle de la petite nation ouest-africaine à l'âge de 29 ans marque le début d'une ère complexe et controversée. Les leaders militaires promettant un retour à un gouvernement civil après l'éradication de la corruption gouvernent temporairement par proclamation. Mais qui est réellement Yaya Jammeh, cet individu charismatique qui transforme la Gambie selon ses propres desseins? La période initiale de son règne est marquée par la répression de la dissidence et l'interdiction totale de l'activité politique jusqu'en août 1996. Cherchant à consolider son pouvoir, Yaya Jammeh fonde l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction en 1996, organise des élections présidentielles et s'installe en tant que président du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer son ascension au pouvoir, son autoritarisme perçu par certains comme dictatorial et sa proclamation de l'islam comme religion d'État en 2015, transformant ainsi la Gambie en une république islamique. Mais Yaya Jammeh reste un personnage énigmatique avec des facettes paradoxales, alors que certains le considèrent comme un guérisseur prétendant pouvoir traiter l'infertilité et le VIH, d'autres le voient comme un autocrate impitoyable. Notre enquête plonge dans les méandres de l'histoire de cet homme excentrique, avide de pouvoir qui a résisté à quitter la présidence en Gambie après avoir perdu les élections présidentielles. La Gambie est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest avec au moins 10 groupes ethniques différents. Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1965. Après l'indépendance, Daouda Jawara a été nommé le Premier ministre. Il a ensuite été élu président de ce pays en 1970. Le pays a atteint un point d'ébullition en juin 1994 lorsqu'un groupe de jeunes officiers militaires gambiens a renversé le régime pour des raisons de salaire impayés de l'armée et la montée de la corruption. Le chef de ce groupe était Yaya Jammeh, alors commandant de la police militaire. Yaya Jammeh est né le 25 mai 1965 à Kanilé, dans un village de Gambie, 3 mois après que le pays ait obtenu son indépendance des Britanniques. Yaya Jammeh a rejoint l'armée nationale gambienne en 1984 et a été nommé sous-lieutenant en 1989. En août 1992, il est devenu commandant de la police militaire de la caserne de Yundun, une petite ville de Gambie au sud de la capitale Banjul. Il a ensuite reçu une formation militaire approfondie au Sénégal voisin et une formation de police militaire à l'Alabama aux États-Unis d'Amérique. L'accession au pouvoir a commencé en juillet 1994 lorsque Yaya Jammeh et un groupe de jeunes officiers de l'armée nationale ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Le président déchu, Daouda Jawara, s'est enfui dans un navire de guerre américain. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Ce groupe de militaires s'est identifié comme le conseil de direction provisoire du pays avec Yaya Jammeh à sa tête. Peu après avoir pris le pouvoir, ce conseil a suspendu la constitution, fermé les frontières du pays et instauré un couvre-feu à l'échelle nationale. Le nouveau homme fort Yaya Jammeh a promis un retour rapide à un régime civil et un engagement à donner suite au projet visant à tenir certains problèmes. En cette même année de prise de pouvoir, en 1994, Yaya Jammeh a fondé l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, son parti politique. Au cours de la seconde moitié des années 1990, Yaya Jammeh et son groupe ont cherché à établir leur légitimité aux yeux de la communauté internationale. Des élections ont été organisées en 1996 et Yaya Jammeh s'est rapidement promu dans les rangs des forces armées. Il a ensuite pris sa retraite de l'armée afin de se présenter en tant que candidat civil. Une nouvelle constitution a été rédigée et mise en place en 1996. Après les élections de 1996, Yaya Jammeh a été élu président de justesse lors d'élections nationales que les observateurs ont déclarées ni libres ni équitables. Mais Yaya Jammeh a commencé à tenir certaines de ses premières promesses de transformer le pays. Il a inauguré la construction d'un nouvel hôpital, le premier depuis l'indépendance, et un nouveau aéroport international. Une nouvelle chaîne de télévision nationale a également vu le jour. Il a également mis en œuvre des actions d'amélioration des télécommunications, réparé de nombreuses routes de Gambie, de nombreuses écoles ont été construites en 26 mois. Le gouvernement de Yaya Jammeh a également cultivé des relations avec la Libye, le Cuba et l'Iran, des pays considérés comme des parias de la communauté internationale. La Libye aurait fourni une aide militaire au régime de Yaya Jammeh. Il y avait également des informations non confirmées selon lesquelles le régime était impliqué dans des activités illégales.
Le 21 mars 2006, il y a eu une tentative de coup d'État contre Yahya Jammeh qui a été rapidement écrasée. Alors que Yahya Jammeh était en visite en Mauritanie, le chef d'état-major a tenté de prendre le pouvoir. Lorsque le coup d'État a échoué, ce dernier s'est enfui au Sénégal avec d'autres conspirateurs, dont la plupart ont été arrêtés et jugés pour trahison. Après cette tentative de coup d'État de 2006, Yahya Jammeh est devenu encore plus résolu dans ses stratégies d'oppression contre la population gambienne. Des gens ont été emprisonnés sans procès. Il y a eu des allégations d'exécution extrajudiciaire et des journalistes ont disparu sans laisser de traces. Le régime de Yahya Jammeh est devenu de plus en plus autoritaire et en 1998, la corruption qu'il avait décidé d'éliminer devenait maintenant évidente dans sa propre administration. Ses acolytes ont commencé à piller les ressources de l'État et une partie du pillage a été mise à nu par le projet OCCRP ou encore projet de reporting sur le crime organisé et de la corruption. Cette organisation avait divulgué des milliers de documents qui détaillent comment le gouvernement Yahya Jammeh a détourné les fonds du pays pendant 22 ans. Il apparaît que des départements du gouvernement ont ouvert des comptes privés à la Banque centrale et construit un réseau de favoritisme, tout en dirigeant le pays dans la peur et la violence. Au total, on dit que Yahya Jammeh et ses alliés ont pillé ou détourné au moins 975 millions de dollars et selon le rapport, l'argent a été obtenu auprès des entités suivantes. Environ 360 millions de dollars ont été obtenus auprès de la société de télécommunications gérée par l'État. 325 millions de dollars supplémentaires ont été obtenus grâce aux revenus illicites du bois et des associés ont pillé 55 millions de dollars de la compagnie pétrolière d'État. Le président Yahya Jammeh s'était construit un somptueux domaine privé dans son village natal, Kanilé. Les fonds pillés ont également soutenu le style de vie du président Yahya Jammeh. Il a également dépensé son argent dans d'autres manières, destinées à montrer qu'il était un dirigeant bienveillant et généreux, mais pas généralement d'une manière qui profite aux Gambiens ordinaires. Par exemple, en 2010, Yahya Jammeh a organisé un concert en hommage à Michael Jackson après la mort du superstar de la pop. Yahya Jammeh n'a pas atteint cet état de kleptocratie tout seul. Il disposait d'un réseau étroit de conseillers et d'agents d'exécution qu'il affectait à des postes clés et se déplaçait à volonté. Le bras droit de Yahya Jammeh, le général Suleiman Badji, a été identifié comme son principal exécutant, à la fois dans le paysage politique et dans le monde des affaires. Le général a assuré la protection des explorations de contrebande de bois. Le secrétaire général du bureau du président, Noah Touré, était un intermédiaire crucial entre le bureau de Yahya Jammeh et divers départements gouvernementaux. Selon le projet de reporting sur le crime organisé et la corruption, il y avait des documents contenant des directives dont Noah Touré avait signé et autorisant la saisie des comptes bancaires et le limogeage d'agents publics qui remettaient en question les ordres de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh favorisait les fonctionnaires partageant sa prospérité, mais il était également vulnérable à ses sautes d'humeur et à son affinité pour la violence et la punition. Beaucoup de fonctionnaires qui ont perdu leur faveur se sont retrouvés incarcérés aux côtés des journalistes, de militants politiques et de militants des droits de l'homme. Toutes ces actions de Yahya Jammeh et de sa compagnie n'ont pas contribué à résoudre le problème et les besoins de la Gambie, un pays pauvre avec des soins de santé médiocres et peu de services de base. Selon la Banque mondiale, la dette extérieure du pays à la fin de l'année 2017 était d'environ 490 millions de dollars. L'une des idées les plus étranges conçues par Yahya Jammeh était ce programme dans lequel son régime obligeait des milliers de personnes séropositives à suivre un traitement avec la concoction d'herbes qu'il avait lui-même inventée. Il aurait annoncé avoir reçu un mandat de Dieu pour créer un remède à base de plantes contre le sida à partir d'herbes trouvées dans le Coran. Il a affirmé éradiquer le VIH du corps en seulement 3 jours. Yahya Jammeh a créé un programme de traitement alternatif pour distribuer son remède frauduleux contre le VIH. Le programme a fonctionné de 2007 à 2016, lorsque Yahya Jammeh a été exclu du pouvoir. Il a refusé que son remède soit soumis à des tests scientifiques d'efficacité et de sécurité. Des échantillons de sang de ses premiers patients ont été envoyés dans un laboratoire au Sénégal pour prouver que son traitement a fonctionné. Bien que les résultats ne montrent que le nombre de CD4 des patients, Yahya Jammeh a soutenu que les niveaux de CD4 étaient une preuve d'efficacité.
Mais les responsables de l'université sénégalaise qui avaient effectué les tests ont réfuté l'affirmation de Yaya Jammeh en expliquant qu'aucune conclusion sur l'efficacité de son traitement à base de plantes n'avait été tirée. Ils ont fait remarquer, et je cite, qu'il est malhonnête de la part du gouvernement gambien d'utiliser nos résultats de cette manière. Yaya Jammeh a annoncé pour la première fois que cette concoction était destinée à guérir le VIH et le sida. Mais il a ensuite affirmé que cela pouvait guérir le diabète, l'infertilité et le cancer, de sorte que le premier groupe de patients ayant bizarrement suivi son programme de traitement étaient des personnes probablement contraintes à le faire. En violation du droit à la vie privée et de la confidentialité des patients, les noms des visages, les taux de CD4 et les charges virales des patients ont été publiés sur un site web officiel faisant la promotion et fournissant des informations sur le programme. Le véritable impact de ce programme sur la vie des patients atteints du VIH-Sida n'ont pas été évalués depuis la dissolution du programme. Comme nous le savons, tout a une fin et pour Yaya Jammeh cela s'est produit avec les élections présidentielles de décembre 2016. En Gambie, les mois précédant les élections, 2 membres de l'opposition sont morts alors qu'ils étaient détenus par les forces de sécurité gambiennes et au moins une trentaine ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison. Divers groupes internationaux et autres organismes ont averti que ces élections présidentielles ne seraient ni libres ni équitables. Mais quelque chose avait changé pour la première fois dans le paysage politique du pays. Plusieurs groupes d'opposition se sont rassemblés pour soutenir un seul candidat, Adama Barrow, déterminé à renverser Yaya Jammeh. Ce nouveau front d'opposition uni représentait la plus grande menace pour Yaya Jammeh au cours de ses 22 années de pouvoir. Au moment des élections, Internet a été coupé. Les appels internationaux ont été bloqués, ajoutant au climat politique déjà tendu. Au final, Adama Barrow a été déclaré vainqueur avec 46% des voix et Yaya Jammeh est arrivé en deuxième position avec 37% des voix. Ce qui a vraiment surpris les gens, c'est qu'à l'annonce des résultats, Yaya Jammeh a sereinement accepté les résultats des élections sans contestation. Mais c'était trop beau pour être vrai. L'acceptation des résultats pour Yaya Jammeh n'a pas duré très longtemps. Moins d'une semaine après la publication des résultats par la commission électorale, il a révisé les résultats en raison d'une erreur qu'il avait trouvée et corrigée. Adama Barrow avait toujours le plus de voix, mais sa marge de victoire avait été réduite à 43% des voix contre Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a ensuite rejeté les résultats et a appelé à de nouvelles élections. Ce qui a suivi en Gambie après ce revirement de Yaya Jammeh était une impasse qui a duré 1 mois, avec Yaya Jammeh déterminé à conserver le pouvoir. Ce n'est qu'après la pression d'autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest que Yaya Jammeh a finalement cédé et a quitté le pays pour l'exil. Des années après cet épisode de la vie de Yaya Jammeh en Gambie, il s'avère toutefois qu'il a encore un rôle à jouer dans la politique gambienne. En 2021, le président Adama Barrow et Yaya Jammeh auraient uni leurs forces aux élections de décembre 2021 en Gambie. C'est la fin de notre vidéo et merci, à la prochaine. L'histoire regorge de nombreux dirigeants nationaux décrits comme des tyrans et des despotes totalitaires et le continent africain a eu plus que sa part. Cependant, quelques-uns de ces dirigeants ont mérité la description de psychopathes pour des actions qui vont au-delà de la loi d'airain qu'ils ont imposée à leur peuple pour maintenir le pouvoir. Le président Idi Amin Dada de l'Ouganda était considéré comme l'un de ces hommes fous. Le 25 janvier 1971, le général Idi Amin Dada de l'armée ougandaise organise un coup d'état militaire partiellement sans effusion de sang qui renverse le gouvernement de Milton Obote et se déclare président de ce pays d'Afrique de l'Est. Idi Amin Dada a ensuite établi un règne de terreur sur son peuple. Ces atrocités lui ont valu le titre de boucher de l'Ouganda. Mais qui est Idi Amin Dada et comment ce général militaire despotique a-t-il accédé au pouvoir en Ouganda? Restez avec nous, nous parlerons de la vie et du règne brutal de 8 ans de Idi Amin Dada. Idi Amin est né dans la région du nord-ouest de l'Ouganda, près des frontières du Soudan et le Congo. Il y a une incertitude quant à la date de sa naissance. Idi Amin n'a de son vivant jamais publié ni autorisé de biographie officielle. La plupart des sources indiquent qu'il serait né en 1923, 1924 ou 1925 dans la province du Nil occidental au nord-ouest du pays à Koboko, à proximité de la frontière avec la République démocratique du Congo. Son père Andrea Nyabire,
de l'ethnie Kakwa, dont une lignée aurait vécu à Aru du côté de la République démocratique du Congo et de religion catholique romaine, s'est converti à l'islam en 1910 et il aurait changé son nom en Amin Dada. Certains indiquent que Dada n'était pas le nom de son père, mais un surnom qu'Amin acquis plus tard à l'armée. Sa mère, Assa Haïti, était la fille d'un chef tribal de Laiko Uruna, village situé en République démocratique du Congo. Elle était spécialiste des plantes médicinales et des pratiques chamaniques. Enfant, Idi Amin va subir une expérience traumatisante. Il est abandonné par son père qui se sépare de sa mère. En 1941, le petit enfant déménage avec sa mère à Bombo, dans la famille maternelle. Là-bas, Idi Amin est initié aux sciences islamiques et recevant plus tard des honneurs pour sa récitation du Coran, se démarquant aussi dans la mémorisation du livre sacré de l'islam. Son éducation islamique lui inculquera notamment une pratique de la langue arabe qu'il maîtrisera finalement mieux que l'anglais ou le swahili, les deux langues jugées officielles en Ouganda. Peu de temps après, il part s'installer avec sa mère à Jinja, une ville située au nord du lac Victoria et où est cantonné un régiment de l'armée coloniale britannique d'Afrique. Idi Amin Dada fait différents petits travaux avant de se faire recruter dans ce régiment comme aide cuisinier en 1946. Remarqué par un Britannique, son physique et sa carrure impressionnent. Il est aussitôt recruté dans l'armée africaine coloniale britannique connue sous le nom de King's African Rifles. Il suit alors un entraînement militaire puis est envoyé comme soldat en 1947 au Kenya où il sert dans la 21e brigade d'infanterie. En 1949, il est envoyé en Somalie pour combattre les rebelles Shifta avant de combattre aux côtés des Britanniques lors de la répression de la révolte des Momo au Kenya en 1952. Amin Dada devient caporal, puis sergent en 1953 pour son rôle dans les patrouilles mobiles dans les forêts occupées par les Momo. Pendant cette période, il a 2 enfants, une fille et un garçon avec des femmes Kikuyu. Bien que considéré comme un soldat compétent, Idi Amin a développé une réputation de cruauté. Habile soldat et obéissant qu'il était, il n'a jamais été sanctionné pour ses atrocités. Néanmoins, il a gravi les échelons. Il passe chef de peloton en 1958. L'année suivante, il est fait effendi, plus haut grade pour les Noirs dans l'armée coloniale britannique d'Afrique, quasi équivalent au premier grade d'officier. Étant dans l'armée, Amin est devenu champion de boxe lourd d'Ouganda, titre qu'il a détenu pendant 9 ans en 1951 et 1960. Après plus de 70 ans sous domination britannique, l'Ouganda a obtenu son indépendance le 9 octobre 1962 et Milton Obote, qui était le chef du congrès du peuple ougandais, est devenu le ministre en chef du pays, puis premier ministre. Milton Obote a nommé Idi Amin Dada, qui était l'un des Africains des hauts rangs du CAR, au poste de capitaine de l'armée ougandaise en 1963. Puis député commandant adjoint de la jeune armée ougandaise en 1964. En 1965, Obote et Amin sont impliqués dans une affaire de contrebande d'or, de café et d'ivoire en provenance de la République démocratique du Congo. Une enquête parlementaire demandée par le président Mutesa II, aussi roi du Bouganda, puissante région bantou du sud, met Milton Obote sur la défensive. Dans une démonstration de force, Milton Obote a arrêté 5 ministres, a promu Idi Amin au rang de général et l'a nommé chef d'état-major. Milton Obote fait arrêter plusieurs ministres, suspend la constitution de 1962 en abolissant le fédéralisme et les royaumes. Il se proclame alors nouveau président et institue un régime présidentiel à parti unique. Le président et roi Mutesa II est contraint à l'exil au Royaume-Uni où il meurt en 1969. Amin Dada commence à recruter des hommes de son ethnie, Nubiens et Kakwa, dans l'armée ougandaise, mais aussi des musulmans de la région du Nil occidental, région du nord-ouest de l'Ouganda, proche de la frontière soudanaise, et au total, les musulmans formeront presque 40% de l'armée, bien devant leur poids démographique dans le pays. Ses relations avec Obote commencent à se dégrader. En décembre 1969, une tentative d'assassinat contre le président Milton Obote échoue. Le brigadier général Pierino Okaya, commandant adjoint de l'armée et seul rival militaire d'Amin Dada, informe ce dernier et Milton Obote qu'il est sur le point d'arrêter les coupables.
Le 25 janvier 1970, Okoya et son épouse sont assassinés à leur domicile. Les relations entre Idi Amin Dada et Milton Obote se dégradent fortement après ce meurtre. En novembre 1970, après avoir été mis peu de temps en résidence surveillée, Amin Dada perd tout commandement dans l'armée pour n'occuper qu'une fonction administrative. Pour des raisons de détournement de plusieurs millions de dollars issus des fonds de l'armée, le président Milton Obote a ordonné l'arrestation de Idi Amin Dada alors qu'il se rendait à Singapour pour une conférence des chefs de gouvernement du Commonwealth en 1971. Mais Idi Amin profiterait pleinement de son absence. Le 25 janvier 1971, Amin Dada mena un coup d'État, prenant le contrôle du pays et se déclarant président. Son arrivée au pouvoir est initialement plutôt bien accueillie par la communauté internationale. Les États-Unis et le Royaume-Uni voient d'un bon œil le renversement de Milton Obote dont la politique trop socialiste les inquiétait. Un soutien en sommet d'Israël et des États-Unis à ce coup d'État a souvent été évoqué, mais sans être clairement démontré. Sa prise de pouvoir est bien accueillie aussi en Ouganda, surtout des ethnies Baganda dont Milton Obote était l'ennemi juré. Milton Obote est contraint à l'exil en Tanzanie. Idi Amin Dada donne à l'ancien roi et président Mutesa, qui est mort en exil des funérailles nationales en avril 1971, libère beaucoup de prisonniers politiques et démantèle la General Service Unit, la police secrète ougandaise. Il promet de tenir des élections quelques mois plus tard. Cependant, peu de temps après avoir pris le pouvoir, il installe le bureau des recherches d'État, qui se révèle être une variante ougandaise d'escadron de la mort, destiné à pourchasser et assassiner les partisans de l'ancien président Milton Obote. Les chefs militaires qui n'ont pas soutenu le coup d'État sont exécutés. Milton Obote trouve refuge en Tanzanie, d'où il essaie de reprendre le contrôle du pays par une invasion militaire en 1972, sans succès. Les partisans de Milton Obote au sein de l'armée ougandaise, principalement des ethnies Acholi et Lango, sont aussi impliqués dans cette invasion. La réponse d'Amin Dada est sanglante. Il fait bombarder les villes de Tanzanie et purge l'armée de tous les officiers d'origine Acholi ou Lango, pour la plupart exécutés. Mais il ne s'est pas arrêté là. La violence ethnique s'est étendue à l'ensemble de l'armée puis aux civils ougandais. Au fur et à mesure que cette violence augmente, Amin Dada devient de plus en plus paranoïaque, créant même un coup d'État de son propre gouvernement. Le Nil mentionne hôtel à Kampala devient le centre d'interrogatoire et de torture du dictateur. En outre, Idi Amin a mené une guerre économique qui a fait passer son pays de la grasse à l'herbe. En 1972, Idi Amin a déclaré la guerre économique à la population asiatique en Ouganda. Le 4 août 1972, Amin donne aux 60 000 Asiatiques, principalement des Indo-Pakistanais non nationaux, présents en Ouganda, un délai de 90 jours pour quitter le pays, suivant ainsi un rêve qu'il dit avoir eu et dans lequel Dieu lui aurait ordonné de les expulser. Ce groupe avait dominé les secteurs du commerce et de la fabrication ougandaise. La plupart des expulsés, titulaires de la nationalité britannique, se rendirent au Royaume-Uni. Durant cette période, les soldats ougandais pillent et violentent en toute impunité les Indiens, dont les biens sont confisqués au profit des militaires proches du pouvoir. Au fur et à mesure que la vraie nature d'Amin Dada se révèle, le Royaume-Uni et Israël, principaux soutiens étrangers de l'Ouganda, commencent à restreindre leur aide et refusent de lui vendre de nouvelles armes. Amin Dada se tourne alors vers la Libye de Muammar Kadhafi, qui mène une grande politique africaine, et vers l'Union soviétique. Le chef d'État ougandais mène désormais une politique d'affrontement contre le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, contre les États-Unis. Ces derniers ferment leur ambassade à Kampala en 1973, suivi en 1976 par le Royaume-Uni. Le 27 juin 1976, le vol 139, un Airbus d'Air France reliant Tel Aviv à Paris, est détourné par des terroristes après une escale à Athènes vers la Libye. L'avion se pose ensuite à l'aéroport international ougandais d'Entebbe, situé à 32 km au sud de Kampala. Le gouvernement français presse Amin Dada, proche des pays occidentaux, d'accepter de recevoir l'avion détourné pour éviter que les pirates de l'air ne cherchent refuge auprès d'un pays plus distant sur le plan diplomatique. Les preneurs d'otages demandent la libération de 53
prisonniers palestiniens de la fraction Armée Rouge en échange des 256 passagers et membres d'équipage. Amin Dada se donne l'image d'un médiateur. Mais le 3 juillet 1976 à minuit, des commandos israéliens attaquent l'aéroport et libèrent tous les otages sauf 4. 3 sont tués pendant l'assaut. Après ce raid, Idi Amin Dada fait exécuter 200 officiers et hauts fonctionnaires qu'il juge incompétents, expulse tous les étrangers et déclenche une nouvelle campagne de violence. En janvier 1977, il accuse Janani Lungwe, l'archevêque anglican de Kampala, opposant notoire au dictateur et défenseur des chrétiens d'Ouganda, opprimés de comploter en vue d'une invasion étrangère. Le lendemain, ce dernier est assassiné avec 2 ministres. À partir de 1975, Idi Amin Dada s'autoproclame maréchal, puis président à vie. Cette année-là, devant les médias, il se met en scène sur une chaise à porteur, obligeant des hommes d'affaires occidentaux à le promener. Lors du sommet de l'OUA, la même année, Idi Amin épouse en 5e noces une jeune danseuse dont le mari a disparu. Lorsque l'année précédente, Amin Dada a commencé à s'intéresser à la jeune femme. Yasser Arafat fut l'un des témoins du mariage. Les actions de Idi Amin Dada ont entraîné l'effondrement de l'économie car l'industrie manufacturière, l'agriculture et le commerce se sont arrêtés brutalement. Déjà affaibli par le départ des Indo-Pakistanais, cœur entrepreneurial du pays, par celui de la plupart des hommes d'affaires étrangers et par l'arrêt de l'aide occidentale, elle subit un nouveau coup en 1978 avec la chute du cours du café, principale exportation ougandaise. La Libye commence elle aussi à diminuer son aide. Au fil du temps, le nombre d'alliés intimes d'Idi Amin a commencé à diminuer et une partie des troupes initialement loyales a commencé à mutiner. En octobre 1978, des mutineries éclatent dans le sud-ouest du pays, une partie des militaires se réfugiant en Tanzanie voisine. Amin Dada, dont le régime est aux abois, saisit ce prétexte et ordonne alors l'invasion de la Tanzanie. Avec l'aide de 3000 hommes des troupes libyennes, Amin essaye d'annexer les provinces du nord de ce pays dans la région de Kagera. La Tanzanie, sous la présidence de Julius Nyerere, déclare alors la guerre à l'Ouganda et commence à contre-attaquer, enrôlant pour cela les exilés ougandais. La bataille a fait rage en Ouganda. Et le 11 avril, Amin Dada est forcé de fuir Kampala. L'armée tanzanienne prend la ville avec l'aide des guérillas ougandaises, l'armée nationale de libération nationale de l'Ouganda, ou Ougandais National Liberation Army, UNLA, et rwandaise. Amin s'envole pour l'exil, d'abord en Libye, puis en Arabie Saoudite. Il est alors hébergé à Jeddah par le gouvernement saoudien avec lequel il était allié quand il était au pouvoir. Car Amin a fait construire des mosquées en Ouganda. Le nouveau gouvernement ougandais choisit de le laisser en exil, disant qu'il est libre de revenir mais devrait alors faire face à ses crimes. Le 20 juillet 2003, une de ses épouses, Madina, informe qu'il est proche de la mort dans le coma, à l'hôpital spécialisé Roi Faisal à Jeddah. Elle plaide auprès du président ougandais Yoweri Museveni pour qu'il puisse revenir mourir en Ouganda, mais ce dernier indique qu'il sera alors jugé immédiatement. Idi Amin Dada meurt en Arabie Saoudite le 16 août 2003 à l'âge de 75 ans et est enterré à Jeddah au cimetière Roué. Il aurait eu en tout 43 enfants avec au moins 6 épouses. Idi Amin n'a jamais été jugé pour ses violations flagrantes des droits humains. Il est estimé que le nombre de décès à motivation politique pendant le règne d'Idi Amin est peu sous celui de Milton Obote s'élevait à 300 000. Il a laissé un pays en ruine, une inflation de plus de 200%, une dette de 320 millions de dollars, une agriculture abandonnée, des usines fermées et une corruption généralisée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu des dieux, Sa Majesté Haïlé Sélassié, le premier, tels furent les titres accordés à Rastafari Makoune lorsqu'il fut couronné empereur de l'Empire éthiopien le 2 novembre 1930. En tant que chef d'une civilisation qui avait duré plus de 3000 ans, le nouvel empereur serait désormais considéré par des millions de personnes dans le monde comme un symbole universel de fierté et de souveraineté africaine.
à une époque où pratiquement tous les royaumes africains autochtones étaient tombés sous la domination européenne. Pendant son règne de 44 ans en tant qu'empereur, Haïlé Sélassié serait beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Pour certains, un despote impérialiste et brutal. Pour d'autres, un symbole d'anti-impérialiste et de liberté. Pour certains, un monarque arrogant et égoïste. Mais pour d'autres, un messie analphabète. Les paradoxes et les contradictions peuvent être communs à tous, les personnages historiques majeurs, mais il y reste l'homme, le mythe, l'héritage et le dernier empereur de l'empire éthiopien. Toute exploration de la vie de Haïlé Sélassié doit commencer par explorer la nature de la société éthiopienne et de l'empire qu'il a dirigé à la fin du 19e siècle. L'Éthiopie et la Corne de l'Afrique au sens large ont une histoire unique. Il y a 1700 ans, lorsque l'Empire romain régnait sur toute l'Afrique du Nord, l'Égypte romaine est devenue l'un des premiers centres majeurs du christianisme en Méditerranée orientale. Bientôt, la nouvelle religion se répandit vers le sud, au-delà des frontières de l'Empire romain, le long du Nil et sur la côte de la mer Rouge. Dans cette mouvance, l'Éthiopie est rapidement devenue un pays chrétien. Cependant, avec les conquêtes arabes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au 7e siècle après Jésus-Christ, l'Éthiopie fut effectivement coupée du reste du monde chrétien, mais elle ne se convertit pas à l'islam. Au fil du temps, une forme unique de christianisme s'est développée. De plus, la politique et la culture éthiopienne furent enveloppées de légendes bibliques et, à partir du XIIIe siècle, les dirigeants du royaume d'Éthiopie prétendirent descendre du roi biblique Salomon. C'est pourquoi leur ligne dynastique est devenue connue sous le nom de dynastie salomonienne. Cette dynastie salomonienne dirigeait un royaume qui, il y a des siècles, ne constituait qu'une partie du nord de l'Éthiopie. Mais entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle, elle a commencé à s'étendre vers le sud, l'ouest et l'est, pour finalement couvrir une superficie proche de l'Éthiopie actuelle. Ce faisant, l'Empire éthiopien est devenu un État multiculturel, comptant de nombreux peuples ethniques différents, vivant sous le règne des empereurs. Les plus importants d'entre eux étaient les peuples Omoro et Amhara, qui représentaient à eux deux plus de la moitié de la population de l'Empire. Mais des minorités importantes comprenaient les Somaliens à l'extrême sud et à l'est du pays et les Tigrins au nord-est. Les différentes ethnies parlaient des langues différentes et avaient des apparences quelque peu différentes. Par exemple, les Oromo sont un peuple koutitique qui dominait la partie nord-ouest du pays et qui s'est montré plus sensible à la propagation de l'islam dans la région. Les Amharas sont un peuple sémitique qui dominait les hauts plateaux d'Éthiopie et étaient beaucoup plus engagés dans le christianisme orthodoxe oriental. Ces divisions ethniques et religieuses influenceront le règne de Haïlé Sélassié et en fait toute l'histoire de l'Éthiopie moderne. En effet, elles sont si centrales dans l'histoire du pays que le nom alternatif utilisé pour désigner l'empire éthiopien au moment de la naissance de Haïlé Sélassié était Abyssinie, du terme arabe Abassa signifiant mélange, une référence à la nature multiculturelle de l'empire. Au milieu du 19e siècle, l'empire éthiopien était devenu l'un des États les plus puissants d'Afrique. Cela devait être le cas, car les grandes puissances européennes entraient dans une période de colonisation accélérée du continent. Au nord, l'Égypte était effectivement devenue un protectorat britannique et la domination britannique s'étendait le long du Nil jusqu'au Soudan, voisin occidental de l'Éthiopie, et finalement en Ouganda et au Kenya, voisins méridionaux de l'Abyssinie. En fin de compte, presque toute l'Afrique a été annexée par les puissances européennes dans le cadre de ce qui est désormais connu sous le nom de Rieux vers l'Afrique. Cependant, l'Abyssinie a évité ce sort, en grande partie parce que Ménélik II, arrivé au pouvoir en 1889, a lancé un programme de modernisation. Il fit d'Addis Abeba une nouvelle capitale forte au centre de l'Empire et développa une alliance avec l'Empire russe à partir de 1893.
Grâce à cela, les Russes ont envoyé des conseillers militaires, des scientifiques et des économistes en Abyssinie pour conseiller le pays sur la manière de moderniser son gouvernement, son économie et son armée, en vue de résister aux empiètements des Italiens, des Britanniques et des Français et d'autres. Ainsi, lorsque Tafari Haïlé Sélassié est né, une nouvelle ère de l'histoire éthiopienne commençait. Il y a un conte populaire éthiopien bien connu qui raconte comment le père de Haïlé Sélassié, connu sous le nom de Makone et gouverneur de la province éthiopienne de Harar, reçut la visite d'un ermite venu lui délivrer une prophétie, combattant aux côtés de son cousin l'empereur Ménélique II. Il était aussi un conseiller clé proche de son proche parent l'empereur Ménélique II. Le père de Sélassié, Ras Makone, avait joué un rôle de premier plan lors de la célèbre bataille d'Adoua en 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont vaincu l'Italie dans une bataille qui fait rage. Ce qui garantirait finalement le statut de l'Éthiopie comme l'un des deux seuls pays africains à n'avoir jamais été colonisé. Mais malgré ses grands succès militaires et ses réalisations politiques, Ras Makone était un homme en crise. Sa femme bien-aimée avait de sérieux problèmes pour procréer et avait subi une série de problèmes de fausses couches selon le conte populaire. Mais les problèmes de Makone ont finalement été résolus lorsque les ermites lui ont livré la prophétie suivante. Cette fois, l'enfant dont votre femme est enceinte viendra au monde en meilleure santé et survivra. Il grandira et quand il sera un jeune homme, il deviendra le dirigeant de l'Éthiopie et gouvernera le pays d'une main ferme. Il accordera grandeur et fierté à l'Éthiopie et lui remettra sa renommée. Mais en fin de compte, il détruira tout ce qu'il a construit de ses propres mains et laissera le pays en ruine. Mais comme pour de nombreuses histoires sur le défunt empereur, la question de savoir si les événements décrits se sont réellement produits ou non restera à jamais un mystère. Mais en mettant de côté les questions d'exactitude factuelle, la prophétie de l'ermite à partir de cette histoire d'origine mystique fournit un résumé parfait de la vie compliquée et de l'héritage de l'un des dirigeants les plus importants de l'histoire moderne de l'Afrique. L'homme connu sous le nom de l'empereur Haïlé Sélassié est né le 23 juillet 1892 dans la ville d'Idjersakoro, non loin de la ville Harar en Éthiopie. On lui a donné le nom de Lige Tafari Makone dans sa jeunesse. Lige signifie enfant d'eux, tandis que Tafari signifie celui qui est respecté ou craint. Makone était le nom de son père. Ainsi, en grandissant, il était connu comme l'enfant de Makone qui est grandement respecté. Lige Tafari Makone est né dans une importante famille noble liée à la dynastie impériale actuelle. Par l'intermédiaire de sa grand-mère paternelle, Tafari descendait de la lignée des rois salomoniens. Son privilège d'apporter un sang noble malgré l'enfance de Tafari Makone n'était pas nécessairement facile. La mort de ses deux parents verrait Tafari adopté par le cousin de son père, l'empereur Ménélique II. Grandissant dans les couloirs du pouvoir, le jeune Tafari acquérera une éducation de premier ordre en politique de pouvoir et développera un mélange unique de charme et de cruauté qui le verra finalement s'élever au sommet de la société éthiopienne. Tafari Makone était sensiblement petit que la plupart des nobles éthiopiens. Mais ce qui lui manquait en physique, il le compensait largement par son charisme et son ambition. À seulement 13 ans, Tafari avait été nommé gouverneur titulaire et à l'âge de 18 ans, il assumait le contrôle de l'ancienne province de Harar de son défunt père. Et 6 ans plus tard, à l'âge de 24 ans, il est devenu l'homme le plus puissant d'Éthiopie. L'accession de Tafari au pouvoir était due à son génie politique. Au moment où Tafari atteignait sa majorité, l'empereur au pouvoir Ménélique II était tombé gravement malade et était sous pression pour choisir un successeur parmi tous les héritiers potentiels. Deux options raisonnables étaient son petit-fils Lige Iyasu et sa fille aînée Waziri Zewditu. En juin 1908, l'empereur Ménélique a subi un grave accident vasculaire cérébral, créant une mort imminente, a annoncé Lige Iyasu comme son successeur choisi. Mais en raison du jeune âge de Lige Iyasu, l'empereur a fait une déclaration. Ras Manadiou doit être plénipotentiaire de la région jusqu'à ce que Lige Iyasu soit apte à gouverner. Peu de temps après sa nomination en tant que régent, Ras Manadiou est décédé subitement après avoir également subi un accident vasculaire cérébral.
Bien que Ménélik II était encore en vie à ce moment, il s'éloignait maintenant lentement sur son lit des morts. De ce fait, Lige Ieyasu a décidé de mettre fin à son opportunité en défiant les membres supérieurs de la cour impériale. Il a refusé de partager le pouvoir ou a accepté la nomination d'un nouveau régent et ainsi, à seulement 14 ans, Ieyasu est devenu le dirigeant de facto de l'Empire. Il s'est ainsi révélé très impopulaire parmi les hommes de pouvoir éthiopiens qui s'efforçaient de garantir qu'il ne soit pas officiellement couronné empereur. Alors qu'il complotait sa disparition, des membres de la cour royale refuseraient même d'annoncer la mort de l'empereur Ménélik II en 1913. Les ennemis d'Ieyasu réussiront finalement à le faire tomber lorsqu'en 1916 il fut accusé et jugé pour les crimes de trahison et d'apostasie à la suite d'une campagne vindicative menée par le ministre de la guerre. Ieyasu fut reconnu coupable de conversion à l'islam et il fut banni du palais avant d'être destitué. Sa tante Zewditu, la fille du défunt empereur Ménélik II, fut ensuite nommée impératrice en septembre 1916 et Tafari fut nommé régent et héritier du trône. Ce qui suivit fut 14 ans de conflits, de manœuvres politiques et de fusion de sang, au cours desquels Lige Ieyasu tenterait de renverser Tafari du poste de régent afin de regagner le trône. Tafari est sorti victorieux de cette guerre d'éviction. Sa campagne pour le pouvoir ultime a commencé lorsqu'il a forcé l'impératrice à le couronner roi en octobre 1928. À la mort subite de l'impératrice 2 ans plus tard, Tafari est finalement couronné Negisa Nagas, ce qui signifie roi des rois de l'empire éthiopien. Et à partir de ce couronnement, Tafari fut appelé Sa Majesté impériale, empereur Haïlé Sélassié Ier. À l'insu de Haïlé Sélassié, sa nomination le verra rapidement être la figure centrale d'une religion née sur une terre très éloignée des frontières de son royaume. Dans une petite colonie britannique où les corps noirs ont longtemps été sujets au mépris et à l'assujettissement, la nouvelle du couronnement de Haïlé Sélassié serait désormais considérée par des milliers de Jamaïcains noirs comme un signe de salut et de providence. Les prédicateurs d'une nouvelle religion, connus sous le nom de Rastafarisme, ont commencé à proclamer un nouvel évangile. Selon eux, le couronnement de Sélassié était l'accomplissement d'une prophétie du militant panafricain Marcus Garvey, qui a encouragé ses partisans à se tourner vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné car le jour de la délivrance est proche. Malgré la forte résistance des autorités coloniales britanniques, le nouveau mouvement a rapidement commencé à se développer sous la direction de son principal prédicateur, Leonard Howell. Défiant les autorités britanniques, Howell a commencé à proclamer hautement Haïlé Sélassié comme un être spirituel et exhorta ses compatriotes noirs jamaïcains à ne plus se considérer comme des sujets britanniques, mais comme des Éthiopiens. Environ 5000 photographies du couronnement de l'empereur auraient été réimprimées et distribuées à ses partisans pour être utilisées comme passeport de voyage en prévision de leur voyage rédempteur vers la terre qu'il appelle maintenant en rêve Sion. Mais en contraste frappant à la vision rastafarienne de l'Éthiopie comme un paradis africain gouverné par un messie africain bienveillant, la vie quotidienne de l'Éthiopien moyen vivant sous le règne de Haïlé Sélassié n'était guère enviable. Malgré sa richesse et son statut d'une des plus anciennes civilisations chrétiennes du monde, l'Éthiopie était loin derrière ses pairs européens et asiatiques en termes de progrès technologiques et économiques. L'Éthiopie était une société féodale dans laquelle une minorité composée de monarques, de nobles et de membres du clergé exerçaient une domination presque absolue sur un large territoire. À cette époque, l'esclavage était encore courant dans de nombreuses régions du pays avec environ 2 millions de personnes qui auraient été soumises à une forme de servitude forcée au moment du couronnement de Haïlé Sélassié en 1930. L'Éthiopie était confrontée à un problème structurel. Tout le pouvoir et toutes les richesses étaient concentrés entre les mains des familles nobles, ce qui entraînait des querelles éternelles entre les nombreux princes nobles et le clergé avec des ramifications graves sur la vie des citoyens moyens éthiopiens. En 1935, l'Éthiopie est envahie par l'Italie du dictateur fasciste Benito Mussolini et Haïlé Sélassié ordonne une mobilisation complète pour soutenir l'effort de guerre contre cette invasion italienne. Et depuis Addis Abeba, l'empereur diffuse un appel passionné au monde extérieur pour sauver l'Éthiopie de la conquête italienne. Il défend la cause du pays et invite le monde à arrêter la guerre. Il déclare que le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix, mais est prêt à se battre pour sa souveraineté.
Alors que d'autres royaumes africains tombaient sous le contrôle de diverses puissances européennes, Haïlé Sélassié avait travaillé dur pour garantir la souveraineté de sa nation en s'assurant que l'Éthiopie devienne un membre souverain de la Société des Nations. L'entrée de l'Éthiopie dans la première organisation intergouvernementale au monde a été particulièrement opposée par l'Italie qui considérait depuis longtemps l'Éthiopie comme le complément parfait à sa peur d'influence en Afrique de l'Est. Ignorant complètement les principes de non-agression convenus par tous les États membres de la Ligue des Nations, les forces de Mussolini se sont lancées dans une campagne brutale pour prendre le contrôle de l'Éthiopie et se venger de la célèbre défaite de l'Italie lors de la bataille d'Adwa en 1896 à l'époque de Menelik II. Malgré un discours emblématique en juin 1936, au siège de la Société des Nations à Genève, dans lequel il réprimandait les États membres pour leur passivité face à l'agression de Mussolini, Haïlé Sélassié sera finalement contraint de fuir son pays lorsqu'il deviendra qu'il n'y aura aucun moyen d'arrêter l'avancée italienne. 5 ans après son glorieux couronnement, le roi des rois d'Éthiopie s'est retrouvé démuni sous la protection britannique dans la petite ville de Baf où il s'est réfugié. L'homme que l'on croyait le Messie africain avait été chassé d'Afrique par une puissance européenne. Même après sa fuite de l'Éthiopie, Sélassié a continué à recevoir le soutien de nombreux autres membres de la diaspora africaine, alors que l'invasion italienne de l'Éthiopie a déclenché une vague de soutien en faveur de l'empereur et de sa nation partout dans les îles Caraïbes et aux États-Unis. Le salut est finalement venu en 1941 lorsque les Italiens ont été chassés du pays par les forces britanniques combattant aux côtés des membres de la résistance éthiopienne pendant la campagne des puissances alliées en Afrique de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le retour de Sélassié en Éthiopie revigorait les croyances de sa divinité et, plus important encore, construirait son image comme symbole de la résistance africaine. Profitant pleinement de sa popularité croissante dans les années qui ont suivi son retour, Haïlé Sélassié a commencé à poursuivre le grand effort de modernisation qui avait commencé sous le règne de l'empereur Menelik II. Le pays verrait la construction de plus de 200 bâtiments scolaires entre 1942 et 1952, ainsi que la création de la première université d'Éthiopie. Les jeunes plus talentueux d'Éthiopie ont également été encouragés et parrainés par le gouvernement à étudier à l'étranger, dans l'espoir qu'ils aideront au développement du pays à leur retour. Construisant son image à travers le continent, Sélassié est devenu un partisan majeur de divers mouvements panafricains et anticoloniaux qui ont débuté dans les années 40, 50 et 60 aux côtés de Kwame Nkrumah du Ghana et Abdel Nasser. Sélassié a énormément contribué à la formation de l'Organisation de l'Unité africaine et a proposé la capitale de son pays comme siège de l'organisation. Étonnamment, Sélassié serait un homme méprisé par de nombreuses factions au sein de son royaume. Sa décision d'homogénéiser et de forcer l'Éthiopie en élevant sa culture et sa langue natale dans tous les domaines de la vie religieuse et civique du pays le ferait détester par un grand nombre de non-éthiopiens. Suite à une famine dans la province du pays, dans le nord de l'Éthiopie, en 1958, l'empereur a été accusé d'avoir causé la mort de plus de 100 000 personnes lorsqu'il aurait refusé d'envoyer suffisamment d'aide alimentaire d'urgence. Les efforts de Sélassié pour moderniser l'Éthiopie en encourageant l'enseignement supérieur et en envoyant un nombre important de dirigeants éthiopiens étudier à l'étranger aboutirait à l'émergence d'une nouvelle classe d'étudiants instruits et progressistes, de politiciens et de chefs militaires qui, à la fin des années 1950, étaient devenus très insatisfaits du rythme du changement. Avec de nombreux pays africains poussant à devenir des États démocratiques indépendants, l'idée qu'un pays aussi grand que l'Éthiopie puisse continuer comme une monarchie impériale absolue était tout simplement inacceptable pour beaucoup au sein de la classe intellectuelle émergente de l'Éthiopie. En 1960, une conspiration menée par l'un des gouverneurs régionaux aboutit à une tentative de renversement de Haïlé Sélassié et de conversion de l'Éthiopie à une monarchie constitutionnelle dirigée par le prince héritier. L'économie et le désir de démocratie parmi les classes instruites de l'Éthiopie signifiaient qu'il y avait un certain niveau de soutien populaire pour le coup d'État. Le renversement a finalement échoué grâce à certaines actions rapides prises par le pouvoir en place. Malgré son échec, le coup d'État en 1960 effrayerait Sélassié.
Les personnes assez courageuses pour lui faire face ont commencé à appeler Haïlé Sélassié à envisager des réformes démocratiques. La réponse de l'empereur a été simplement de punir et prendre des mesures pour consolider son pouvoir personnel. Ajoutant encore plus d'huile sur le feu, l'empereur s'est rapidement fait davantage d'ennemis intérieurs lorsqu'il est entré dans un violent conflit avec les combattants de la liberté érythréens de l'autre côté de sa frontière nord. Ce conflit de longue date a commencé lorsque les nationalistes du pays de l'Érythrée, qui avaient été fédérés à l'Éthiopie par les Nations Unies en 1952, ont commencé à militer violemment pour l'indépendance de l'Éthiopie. En réponse à la demande d'indépendance de l'Érythrée, l'empereur a rapidement dissous la fédération de l'Éthiopie et de l'Érythrée et a annexé l'Érythrée. La violente lutte de 29 ans qui a suivi entachera à jamais l'image de Haïlé Sélassié aux yeux de millions de ses sujets. Face à une vague presque incessante de pression allant des appels à une plus grande démocratie de la part des groupes nationaux, l'empereur devenant de plus en plus vieux continua néanmoins à ne montrer aucun réel intérêt pour la décentralisation du pouvoir. Inversement, la réputation de Haïlé Sélassié en tant que leader respecté a continué à décroître dans le monde. L'empereur a continué de fonctionner comme un seul homme du gouvernement, au travers les invitations et voyages à l'extérieur du pays, avec son image placardée dans les journaux occidentaux et son accueil généralement positif lors de ses visites d'État dans les pays occidentaux. Sélassié est devenu une source de fierté pour des millions de personnes en Afrique et dans les Caraïbes qui n'étaient tout simplement pas habitués à voir un dirigeant africain susciter l'intérêt médiatique et le respect des autres dirigeants mondiaux. Bien qu'il n'ait jamais expressément revendiqué le statut divin conféré par les Rastafariens, Haïlé Sélassié a fourni des efforts minimes pour dissiper les mythes sur sa personne. Le 21 avril 1966, Haïlé Sélassié a même fait une visite d'État officielle en Jamaïque où il a rencontré les dirigeants clés du mouvement rastafarien. Cette visite du pays donnerait naissance à encore plus de folklore sur l'empereur. Au début des années 1970, Haïlé Sélassié était devenu rien de moins qu'une divinité à part entière pour des millions de personnes dans le monde, alors que son profil international continuait de croître et de s'élever. Bob Marley a fait de son nom un symbole du mouvement Rastafari dans ses musiques hip-hop. Le mauvais bilan du royaume de Sélassié en matière de progrès économique, des droits de l'homme et les libertés civiles créerait une source mondiale de griefs pour la génération émergente éthiopienne. Dans sa tentative d'écraser diverses rébellions et de maintenir le pouvoir, les emprisonnements des prisonniers politiques sont devenus des événements réguliers dans de nombreuses régions de l'Empire. L'armée impériale éthiopienne serait particulièrement méprisée dans la campagne érythréenne, où il aurait commis plusieurs atrocités lors de leurs nombreuses escarmouches avec les combattants de la liberté érythréens. Mais malgré tous les nombreux griefs que les ennemis de Haïlé Sélassié avaient contre lui, le dernier clou dans le cercueil impérial ne viendra qu'en 1972 lorsqu'éclatera une famine dévastatrice au nord-est du pays a entraîné la mort d'environ 40 000 à 50 000 Éthiopiens. Et en cette même année, l'empereur a célébré son 80e anniversaire lors d'une somptueuse fête qui aurait coûté une très grande fortune. La famine sape gravement le soutien populaire du gouvernement de Haïlé Sélassié et le respect personnel et le prestige personnel de l'empereur ont été irrémédiablement dévastés. Créant un renversement imminent, des proches de l'empereur ont même commencé à le supplier de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. L'un de ses plus proches avocats est une fois venu au palais et s'est jeté aux pieds de l'empereur, le suppliant d'abdiquer le trône. Bien que sérieusement ému par le geste, l'empereur aurait répondu en disant « Dites-moi si le roi David a abdiqué. Nous régnerons aussi longtemps que le Tout-Puissant nous le permettra. » Sur fond général d'insatisfaction et de désapprobation de l'empereur, un groupe de gauche radicale, les officiers de l'aile militaire qui attendaient depuis longtemps l'occasion idéale, se sont rapidement mobilisés pour renverser le régime de l'empereur en septembre 1974. D'un seul coup, plus de 3000 ans d'histoire et de traditions éthiopiennes ont été brutalement écrasés par les bottes d'un comité hétéroclite de soldats d'inspiration soviétique. Dans l'année qui a suivi son renversement, les journaux ont commencé à rapporter que Haïlé Sélassié était mort dans des circonstances mystérieuses, mais personne ne pouvait dire où son corps avait été enterré. Haïlé Sélassié fut sans aucun doute l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Jamais au cours de 3000 ans d'histoire de l'Empire éthiopien, un empereur éthiopien n'avait détenu autant de pouvoir et d'influence qu'Haïlé Sélassié le premier. Mais assez ironiquement,
C'est ce même fait qui a scellé son destin en tant que dernier de sa lignée. La révolution éthiopienne de 1974 qui a renversé son régime impérial ouvrirait les vannes à une ère de terreur et d'anarchie. Une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire du pays. Comme beaucoup d'autres révolutions et soulèvements avant lui, la révolution éthiopienne finirait par ravager ses propres enfants. L'instabilité politique et les luttes intestines qui ont suivi le renversement de l'empire verraient plus d'1 million d'Éthiopiens perdre la vie et un nombre plus grand de déplacés ou plonger dans la pauvreté absolue. Lorsque les générations futures jugeront les 60 années de règne de Haïlé Sélassié, ils comprendront que les années de service de l'empire sont plus importantes que les erreurs commises pendant son règne sur l'empire éthiopien. J'ai entendu dire par les gens du palais que oui, Macky Sall est le candidat des Blancs. De quel Blanc? Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Je m'engage, si je suis élu président de la République le dimanche, à tout mettre en œuvre pour, en tout cas, un cessez-le-feu immédiat. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. D'urgence. Et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Nous qu'on avait accusés, vous comprenez maintenant qui sont les traîtres du peuple. Vous comprenez maintenant qui sont ceux qui gèrent leurs propres intérêts. Nous avons tenu ensemble les députés de l'opposition, les vrais députés de l'opposition, ceux-là qui pensent qu'on ne modifie pas la Constitution comme ceci, ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas proroger le mandat du président de la République au-delà des délais qui étaient prévus. Mais voilà le visage que nous offre la démocratie sénégalaise. Et je vais accuser la France, je vais accuser la CEDEAO, je vais accuser l'Union européenne, je vais accuser l'Union africaine d'être le souteneur du tyran. Géophysicien à la base, le parcours politique de Macky Sall est une toile tissée de détermination et de leadership. Des premiers pas au sein du gouvernement aux élections présidentielles victorieuses, Macky Sall incarne la résilience et l'engagement envers le progrès. Son héritage s'entrelace avec les défis du Sénégal moderne, faisant de lui un architecte clé de l'avenir de cette nation ouest-africaine. Macky Sall a amorcé son parcours politique en occupant divers postes ministériels avant de devenir le Premier ministre en 2004. Cependant, sa dissidence courageuse en 2008 a marqué un tournant, confirmant son engagement envers ses convictions. Les élections présidentielles de 2012 l'ont alors propulsé à la tête du Sénégal, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire politique du pays. Cette ascension fulgurante et les épreuves qui l'ont jalonné sont au cœur de notre exploration, offrant un aperçu fascinant de la vie et du leadership de cet homme d'État exceptionnel. Préparez-vous à plonger dans une saga politique riche en rebondissements. Voici à présent l'histoire de Macky Sall. C'est à Fatick en 1961, le 11 décembre, dans une famille de 4 frères et sœurs, que Macky Sall a vu le jour. Fatick est une ville de l'ouest du Sénégal, située entre Mbour et Kaolack. Par son père, il vient de la lignée des Sall, dont la généalogie est encore jalousement entretenue par la grande famille des griots, les historiens. Sa famille, disait-il, était vigoureusement dévouée aux valeurs chères à leur lignée, telles que le culte de l'effort, de la droiture, du courage et de la retenue. Jeune immigré du Nord, son père Amadou Abdoul Boubou Sall quitta sa région d'origine en 1946. Arrivé à Fatick, son père s'était essayé à plusieurs petits métiers. Cela fut très dur au début, mais il était un homme combatif. Puis en 1948, il trouva un emploi lors de la construction de la mission catholique de Fatick et de la route Dakar-Kaolack avant de devenir fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Sa mère,
Kumba Amadou Diaouli Hassan Timbo était également originaire du Fouta. Elle était la cousine de son père. Sa mère, femme au foyer, s'est adonnée au commerce de cacahuètes pour contribuer à l'éducation de ses enfants. Macky Sall est élevé dans la région du Fouta Tourou au nord. En 1974, il commence son cycle primaire avant de poursuivre ses études secondaires au collège d'enseignement général. Là-bas, il fait la rencontre d'un oncle, Abdoul Samba Ndiaye, qui était professeur de mathématiques. Ce dernier était très politisé et a commencé à lui transmettre des écrits révolutionnaires, notamment sur Lénine. À 15 ans déjà, il a entamé une éducation politique avant de poser sa valise au lycée Gaston Berger de Kaolack. En 1982, il obtient son baccalauréat dans une branche scientifique avant de continuer ses études à l'université de Dakar. À l'université, Macky Sall entre politiquement dans la clandestinité. Il rejoint officiellement le parti de la gauche maoïste NGF, Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. En 1983, le mouvement maoïste sénégalais entame un virage vers la radicalisation. Il s'en éloigne rapidement, ne partageant pas l'idée du mouvement ni la stratégie de l'activiste politique Landing Savané de boycotter le scrutin de 1983 contre le Parti socialiste PS d'Abdoulaye Wade. Il vote pour le libéral Abdoulaye Wade la même année et quitte le mouvement ANGF. Il obtient son diplôme et devient ingénieur géologue, géophysicien formé à l'Institut des sciences de la Terre IST de Dakar, puis part en France pour suivre sa formation à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ENSPM de l'Institut français du pétrole IFP de Paris. De retour au pays, il s'intéresse énormément à la politique. À cette époque, Abdoulaye Wade était emprisonné. Mais dès qu'il sortit de prison, il part en France, publie un livre puis rentre à Dakar. En février 1989, il organise un gigantesque meeting au cours duquel il lance un appel aux jeunes cadres du pays pour qu'ils le rejoignent et fassent évoluer la situation avec lui. Au lendemain de cet appel, Macky Sall est allé voir Abdoulaye Wade et a adhéré à son parti PDS, Parti démocratique sénégalais. Pour Macky Sall, il était alors le seul opposant crédible, le seul capable de changer les choses, et il s'est vu participer à ce changement. Dans les années 1990, Macky Sall intègre Petrosen, société des pétroles sénégalais. C'est à sa première sortie d'exploration lors d'une mission en 1991 qu'il rencontrera Marraine, sa future femme. En 1993, il est nommé chef de la division banque de données de l'entreprise Petrosen. Au sein de son parti politique, il devient secrétaire général de la convention régionale du PDS Abdoulaye Wade à Fatick, sa ville natale, puis président de la cellule initiative et stratégie de 1998 à 2008. Il reste fidèle à son dirigeant en devenant président des cadres du parti et participant à ce titre à la campagne de l'élection présidentielle sénégalaise de 2000 qui porte Abdoulaye Wade à la tête du pays. Proche collaborateur du nouveau président, il espère intégrer le gouvernement, mais devient de décembre 2000 à juillet 2001 directeur général de la Société de pétrole du Sénégal, Petrosen, et conseiller spécial du président de la République chargé de l'énergie et des mines d'avril 2000 à mai 2001. Et de 2001 à 2004, il enchaîne successivement les postes ministériels. De mai 2001 à novembre 2002, il est ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il remplace le professeur Abdoulaye Bathily qui deviendra vice-président de l'Assemblée nationale. De novembre 2002 à août 2003, il est ministre d'État, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique dans le gouvernement dirigé par Mame Madior Mboye. D'août 2003 à avril 2004, il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement d'Idrissa Seck. Il est remplacé au poste de ministre de l'Intérieur par Ousmane Gon. Parallèlement, il est nommé vice-président du comité directeur du Parti démocratique sénégalais PDS en avril 2004. Le 21 avril 2004, Macky Sall est nommé Premier ministre. Il occupe cette fonction jusqu'au 19 juin 2007 lorsqu'il est remplacé par Cheikh Hadjibou Soumaré. Il détient ainsi le record de longévité des premiers ministres de Wade. Peu connu, il s'impose lors de son premier discours de politique générale face au ténor de l'opposition. Puis il met en œuvre les projets présidentiels mis en sommeil par Seck. Autoroute, Corniche de Dakar, nouvel aéroport. Il conduit la campagne pour la réélection d'Abdoulaye Wade en 2007,
mais voit ses relations se tendre avec le président réélu. Alors que Macky Sall avait contribué à la réussite électorale de Wade, ce dernier l'a ignoré quand un journaliste aborda la question d'un potentiel successeur. Il n'est pas reconduit à la primature. Remplacé par Cheikh Hadjibou Soumaré, il s'est rabassé l'Assemblée nationale, dont seul candidat il est élu le 20 juin 2007 à la présidence par 143 voix sur 146 votants. Mais la rupture est consommée quand il cherche à convoquer à l'Assemblée nationale Karim Wade, fils du président de la République, pour une audition sur les travaux de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique ANOSI et sur la gestion de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Face à son refus de démissionner, son poste de numéro 2 du PDS est supprimé. Le mandat de président de l'Assemblée nationale est réduit de 5 à 1 an. Il est cité dans une affaire de blanchiment d'argent présumé. Alioune Tine, président de la Rencontre africaine pour les droits de l'homme, Raido, affirme que ces accusations contre Macky Sall sont courtes et totalement fantaisistes. Un mois plus tard, l'affaire est classée sans suite, faute d'éléments. Dès lors, il entre dans l'opposition au lieu de se soumettre à Wade. Le 9 novembre 2008, au cours d'une déclaration en Wolof et en français, il annonce quitter le PDS et abandonner tous les postes qu'il occupe grâce à ce parti. En novembre 2008, il crée avec une trentaine de cadres du PDS le parti politique Alliance pour la République APR autour de 3 priorités pour le Sénégal rural. L'accès à l'eau, à l'électricité et à des routes praticables. Lors des élections locales, le 22 mars 2009, son parti remporte toutes les localités de Fatick, son fief, la ville de Gozas, 12 collectivités locales au nord du pays, 3 au sud. Aussi toutes les grandes villes du pays dans le cadre d'une coalition formée avec les autres partis membres du Benno Siggil Sénégal. Le parti est inauguré à Thiès. Au cours des années, l'APR met en place des alliances avec d'autres mouvements à la faveur de la coalition de la majorité présidentielle. Le logo du parti comprend 15 étoiles, représentant les 14 régions du Sénégal plus la diaspora, et sa devise est travail, solidarité, dignité. En vue de l'élection présidentielle de 2012, il sillonne les campagnes sénégalaises et va à la rencontre de la diaspora dans les grandes villes mondiales. Maintenant candidat de la coalition, Macky Sall mène campagne à travers le pays sans couper avec le mouvement d'opposition du 23 juin M23, tout en se positionnant comme la nouvelle alternance du pays qui se contente de manifester à Dakar en faveur de l'invalidation de la candidature d'Abdoulaye Wade à un 3e mandat. Il arrive en deuxième position du premier tour avec 26,58% des voix contre 34,81% au président sortant. Dans l'entre-deux tours, il réunit tous les candidats battus dans la coalition Benno Bokk Yakaar, unis pour le même espoir, en Wolof, et remporte le second tour le 25 mars 2012. Face à celui qui a été son mentor, celui-ci l'appelant le soir même pour le féliciter avant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. 4e président de la République du Sénégal, il prête serment le 2 avril 2012 à l'hôtel King Fahd Palace. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Le lendemain, il nomme le banquier Abdoul Baye au poste de Premier ministre qui prend la tête d'un gouvernement restreint à 25 membres et annonce sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser des élections législatives le 1er juillet. Fidèle à sa promesse de réduire le train de vie de l'État, il revient sur certains privilèges ministériels. Supprime 59 commissions et directions jugées sans objet, parmi lesquelles l'Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal, la direction de la construction de petits aéronefs, l'Agence nationale de la haute autorité du désert, l'Office sénégalais pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, doublonnant avec l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, et annonce des audits sur la gestion de son prédécesseur. Il rompt plusieurs contrats au sein du palais présidentiel et limite les salaires des directeurs d'agence, mais multiplie aussi les ministres conseillers. Il relance la Cour de répression de l'enrichissement illicite et annonce la création d'un office national anticorruption et d'une commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Les pensions de retraite sont revalorisées, les paysans subventionnés en urgence face à la menace. En septembre 2013, il limoge le gouvernement Baye et nomme Aminata Touré, ministre de la Justice sortante, au poste de Premier ministre.
En 2014, Mohamed Boun Abdallah Dionne succède à cette dernière. Contrairement à ses promesses de campagne, le nombre de membres du gouvernement explose. Celui-ci compte jusqu'à 82 ministres, délégués et ministres conseillers. Le budget de plus de 1400 milliards de francs CFA dans la loi des finances 2019 pour la présidence, la primature et les 35 ministères, triple en 7 ans. Macky Sall lance une importante réforme judiciaire touchant le code pénal, le code forestier, le code minier, le code de procédure pénale, la justice militaire. Macky Sall met en avant l'investissement dans de grandes infrastructures, dont le plan Sénégal émergent, PSE, qui repose sur une stratégie à terme, période 2014-2023, avec un objectif à horizon 2035. Le PSE a pour objectif global la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Ce plan prévoit notamment la construction de l'aéroport international desservi par la nouvelle Air Sénégal, d'un musée des civilisations noires, d'un train express régional, TR de 2 stades, du palais des sports de Diamniadio, du pont Sénégambie, de centrales solaires permettant au pays d'exporter de l'énergie, de l'autoroute à péage ou bien encore d'infrastructures dédiées au numérique. Il est le premier chef d'État africain à être invité par la Chine. Alimenté par ces grands travaux, l'économie sénégalaise affiche une croissance de 6,8% en 2018 contre 4,4% en 2012, ainsi qu'une inflation et un déficit budgétaire maîtrisé, même si la dette publique atteint 60,8% du PIB en 2017. Mais cette croissance dépendante du secteur public et des investissements étrangers n'a tenu pas un taux de chômage élevé. Malgré la hausse de production des riz, le pays ne parvient pas à atteindre l'autosuffisance pour cette période. En 2013, 80% de la population ne bénéficie pas de couverture maladie. Il lance alors la couverture maladie universelle avec un budget quasiment symbolique de 5 milliards de francs CFA. Mais malgré ces mesures, le taux des Sénégalais pauvres s'élève encore à 47%. La santé reste chère et difficilement accessible en dehors des villes. La scolarisation en primaire et en secondaire progresse, mais les études supérieures demeurent centrées sur des matières classiques éloignées des besoins économiques. En mai 2015, il est élu président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui comprend 15 États de la région. L'élection présidentielle sénégalaise de 2019, la 11e depuis l'indépendance du pays, a lieu le 24 février 2019, un dimanche, afin d'élire le président de la République du Sénégal. Le président sortant Macky Sall, candidat de l'Alliance pour la République, est réélu dès le premier tour avec plus de 58% des voix. Il prête de nouveau serment le 2 avril. Les opposants dénoncent son népotisme malgré ses promesses, avec la nomination de son frère Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, celle de nombre de ses cousins et proches de son épouse à la tête des sociétés nationales. Le 27 septembre 2020, le président guinéen Alpha Condé ferme les frontières avec le Sénégal puis signe un accord de coopération militaire avec Macky Sall lors du sommet de la CEDEAO du 19 juin 2021 pour leur réouverture. Le 25 mars 2021, Macky Sall lance un appel à la communauté internationale afin d'accompagner la résilience du continent africain en annulant la dette. Le 18 janvier 2023, Marine Le Pen, ancienne dirigeante du parti d'extrême droite français à Rassemblement national et candidate récurrente aux élections présidentielles françaises, est reçue par le président Sall. Cette rencontre est critiquée au Sénégal, notamment par l'ancienne première ministre Aminata Touré ou l'ancienne ministre Aïssatou Bodj, car les Africains sont aussi privilégiés de Marine Le Pen. En mars 2023, sur la base de l'avis du Conseil constitutionnel de 2019, qui l'autorisait à ne pas écouter son mandat présidentiel de 2 ans, il estime qu'il est éligible à un 3e mandat présidentiel sans toutefois annoncer s'il est candidat. Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, et l'un des principaux opposants, est condamné à 2 ans de prison ferme en juin 2023. À l'issue du verdict, le pays connaît de graves troubles qui font entre 16 et 30 morts. De nombreuses personnes considérant que la condamnation de Sonko est avant tout politique et constitue une parodie de justice. En juin 2023, une plainte pour crime contre l'humanité est déposée en France par Juan Branco, un des avocats d'Ousmane Sonko contre Macky Sall. La plainte parle de meurtre de 50 personnes entre mars 2021 et juin 2023. Une demande d'enquête est aussi soumise à la Cour pénale internationale CPI à La Haye contre Macky Sall. En juillet 2023, il annonce qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. En novembre 2023, peu avant la fin de son mandat, Macky Sall est nommé envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples.
par le président français Emmanuel Macron. Macky Sall assumera le poste à la fin de son mandat présidentiel. Le samedi 3 février 2024, à la grande surprise de tout un chacun, quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale, le président Macky Sall signe un décret ajournant l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. D'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Au lendemain de cette déclaration, commencent alors des manifestations violentes partout dans le pays et jusqu'à aujourd'hui. Et l'avenir nous en dira plus à propos. Merci et à la prochaine.